Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment débuter avec Étape avec la création d'un schéma unifilaire intelligent. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire, notre équipe est à votre disposition. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez et rejoignez le site. Cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Un nouveau projet commence toujours par la modélisation du réseau électrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités d'Étape qui concernent cette phase de modélisation. Le schéma unifilaire intelligent Étape, aussi appelé ISLD, est un diagramme multicouche qui a de nombreuses fonctionnalités avancées. C'est le passage obligé pour la création d'un jumeau numérique de votre installation. Je vais vous montrer comment utiliser de nombreux outils pour créer et mettre à jour le schéma unifilaire ISLD. Ainsi, vous pourrez visualiser, dimensionner et opérer votre réseau électrique. Le schéma unifilaire Étape permet d'afficher facilement les caractéristiques des composants, les résultats des analyses, les informations collectées en réel et des données estimées. Avec le schéma intelligent ISLD, les réseaux courants alternatifs et continus peuvent être représentés sans limitation de tension, de fréquence, de type de départ, triphasé, biphasé ou monophasé, ou encore d'unité de mesure. Les équipements sont représentés par des symboles, et ces symboles peuvent varier d'une région à une autre selon les standards utilisés. Comme son nom l'indique, le schéma unifilaire utilise un seul trait pour représenter tous les systèmes, même s'ils ont plusieurs phases. La création d'un schéma unifilaire est la première étape pour préparer des plans d'intervention. Il permet au personnel de comprendre l'architecture et la conception du réseau de distribution sur un modèle validé. Grâce à un schéma unifilaire au format numérique, vous pourrez facilement le faire vivre tout au long de l'évolution de vos installations. Vous en gardez ainsi une parfaite maîtrise. Vous et vos partenaires pourront le mettre à jour à la suite de chaque modification. Un schéma unifilaire intelligent, comme celui proposé par Étape, dispose de nombreuses fonctionnalités afin d'afficher les caractéristiques des composants et leur état. Il vous ouvre également la possibilité de connecter vos équipements électriques installés sur votre site au jumeau numérique Étape. Ainsi, le schéma unifilaire devient la base pour la supervision et l'opération de votre réseau. Il récupère les informations issues des appareils de mesure, des organes de manœuvre comme les disjoncteurs et les interrupteurs, et vous les affiche sur un schéma unifilaire. En combinant ces fonctionnalités au module de calcul Étape, vous pourrez concevoir, superviser et gérer votre réseau électrique avec un outil performant et polyvalent. Avoir un schéma unifilaire qui est toujours à jour procure de nombreux bénéfices, comme maintenir la conformité aux réglementations et normes applicables. Par exemple, les normes imposent d'avoir un schéma unifilaire à jour et maintenu dans un état lisible. Un schéma unifilaire précis garantira davantage la sécurité du personnel. Lors des inspections réglementaires, les auditeurs demanderont le dernier schéma unifilaire. Par conséquent, un schéma mis à jour est fondamental pour toute installation. Les analyses et évaluations de la sécurité des réseaux électriques comprennent le calcul des courants de court-circuit, l'analyse de la sélectivité et de la protection de composants et l'évaluation des procédures de consignation. Toutes ces étapes nécessitent de connaître la topologie du réseau. Souvent, par manque de temps et de connaissances, les décideurs estiment qu'ils n'ont pas besoin de mettre à jour les schémas des installations électriques, ou même de les considérer comme indispensables. De nombreuses installations industrielles et commerciales fonctionnent sans schéma unifilaire précis. Ces conditions peuvent être considérées comme acceptables jusqu'à ce que ces installations rencontrent de graves problèmes ou des pertes à cause de schémas inexacts ou manquants. Le schéma unifilaire porte également une convention de dénomination, développée par chaque organisation pour établir la cohérence sur un ou plusieurs sites. Cela permet au personnel, qui doit faire face à un événement, d'identifier rapidement l'équipement qui rencontre des problèmes. Cette convention de dénomination est également utile pour la maintenance en documentant sur quel appareillage, disjoncteur, transformateur ou relais de protection les équipes doivent travailler. Au cours du cycle de vie d'une installation, le système électrique est régulièrement modifié pour des extensions ou des modernisations. Ce sont les bonnes pratiques et les réglementations qui motivent la mise à jour des schémas pour refléter chacune de ces modifications. Il peut y avoir une tendance à retarder la mise à jour du schéma unifilaire, même si les modifications ont été apportées à l'appareillage. La raison pour laquelle les informations ne sont pas synchronisées varie d'une entreprise ou d'un site à l'autre. Parfois, la mise à jour n'est pas considérée comme nécessaire ou il peut y avoir des contraintes budgétaires.
Peu importe les raisons, cela ne devrait pas être la bonne pratique, car cela peut finalement conduire à des conditions de fonctionnement dangereuses ou entraîner des pertes de production. À présent, regardons l'écosystème étape pour la création et la mise à jour du jumeau numérique. Avec étape, vous pouvez créer votre schéma unifilaire et saisir toutes les caractéristiques des composants, y compris les réglages des protections, les modes de pose des câbles et les grilles de terre. Dans de nombreux cas, une partie des informations est déjà disponible dans un format numérique. Vous pourrez importer ces informations avec l'un des nombreux outils de conversion de données disponibles, comme l'interface avec AutoCAD. Vous pourrez aussi gagner du temps avec des échanges de données bidirectionnels vers les modèles BIM de Revit, Smart Plant Electrical, ou bien utiliser des formats standards SIM et CGMES. Si les données sont disponibles dans des fichiers Excel, vous pouvez utiliser les fonctions import et export sans aucune contrainte de formalisme des tableaux Excel. Les données peuvent être aussi importées vers la vue géospatiale avec les formats Esri et ArcFM. Je présenterai par la suite comment créer très rapidement un schéma unifilaire avec la fonction AutoBuild et aussi comment utiliser efficacement la fonction Template pour la gestion d'architecture typique. La solution NetPM permet à une équipe de plusieurs intervenants de travailler ensemble de manière coordonnée. En partageant les données entre tous les intervenants, comme les responsables, les ingénieurs ou les techniciens d'intervention, et en assignant des niveaux d'accès personnalisés à chacun. NetPM est un service basé sur le cloud qui permet l'échange de données d'un utilisateur étape à un autre. NetPM peut aussi être utilisé par le personnel qui effectue la collecte des données sur site. L'application Étape App est une solution gratuite, mobile et pratique pour cette phase de collecte des données. L'application Étape App est synchronisée avec le logiciel Étape qui communique, lui, avec les autres utilisateurs du projet. D'autres solutions, comme eProtect, vous donneront la possibilité de rassembler des informations pour ensuite les déployer dans des composants de votre réseau. La solution eProtect est un système centralisé de gestion des dispositifs de protection et des oscilloperturbographes. Il utilise une interface web pour visualiser des informations électriques sauvegardées dans Étape ou bien les collecter directement depuis les appareils de votre réseau qui disposent de moyens de communication. eProtect est connecté à l'installation, il récupère les informations, télécharge les OPG, les stocke et échange ces informations avec Étape pour mettre à jour la base de données du projet Étape et utiliser ces informations pour des analyses de défauts par exemple. Enfin, les personnes en charge du dispatching peuvent également utiliser NetPM et les vues géospatiales, les vues GIS, pour la supervision et l'analyse de réseaux de distribution étendus. Étape utilise une base de données multidimensionnelle qui confère au schéma unifilaire une grande flexibilité. Cette base de données sera utilisée par de nombreuses fonctionnalités intelligentes, que je vous présenterai par la suite. Le premier des avantages de cette base de données, c'est qu'elle évite de faire de nombreuses copies du même projet. Le nombre de présentations, de configurations et de révisions n'est pas limité à l'intérieur d'un projet Étape. Vous pouvez créer une multitude de combinaisons, comprenant des configurations, des présentations et des révisions, qui vont vous permettre de réaliser des analyses diverses avec un seul projet Étape. Les points de fonctionnement des charges et des sources sont également sauvegardés dans les catégories de charges et de production, et ils peuvent être utilisés par tous les modules de calcul. Pour chacun des modules de calcul, vous allez pouvoir sauvegarder plusieurs jeux de paramètres afin d'évaluer tous les cas critiques et vérifier la sensibilité de votre installation pour différents critères. Le contexte pour chacune des études à réaliser peut être sauvegardé en tant que scénario. Nous pouvons lancer ces scénarios individuellement ou par groupe, sous forme de macros. Dans ce cas, les résultats des scénarios sont comparés et évalués grâce à un des nombreux analyseurs disponibles. À présent, voici la liste des fonctionnalités liées au schéma unifilaire que je vais vous présenter dans la suite de ce webinaire. La fonction AutoBuild et les outils d'alignement, les réseaux composites qui permettent de créer de nouveaux folios pour une visualisation allégée, les menus contextuels et les raccourcis clavier qui vont vous faire gagner du temps lors de la modélisation et de la saisie des données, l'éditeur de thèmes qui comprend toutes les options graphiques pour la visualisation du schéma unifilaire, des caractéristiques des composants et des résultats, le contourage en couleur des éléments en fonction des résultats des études, la continuité des circuits et l'évaluation des topologies, la gestion des équipements de référence et des modèles, la gestion des départs triphasés, biphasés, monophasés ou bien des réseaux courants continus, mais aussi la représentation des protections et des grilles de terre. Et pour finir, les options d'affichage et les blocs de données.
Passons sans plus tarder à la démonstration pour voir comment toutes ces fonctionnalités sont mises en œuvre. La plupart d'entre nous sont familiers avec la méthode traditionnelle de création d'un schéma unifilaire. Une fois le mode d'édition sélectionné, la barre d'outils des composants est disponible, sur la droite. On vient simplement cliquer sur le composant, le curseur de la souris prend alors la forme du composant sélectionné et on vient le poser sur le schéma. Des connecteurs sont disponibles sur les composants. Une fois qu'ils deviennent roses, cela veut dire que la connexion est active. Ici, je crée une source de type réseau de distribution et je la connecte à un jeu de barres. Ensuite, je rajoute un transformateur. Avec étape 22, lorsque vous mettez votre curseur sur un connecteur, étape vous propose les éléments habituellement associés, ici au transformateur. Ce processus de création du schéma unifilaire peut être fastidieux. C'est pourquoi la plupart des utilisateurs étape se servent de la fonction AutoBuild. J'active cette fonctionnalité depuis la barre d'outils du même nom. Dans la fonction AutoBuild, on sélectionne la tension du système. Ainsi, la tension sera automatiquement propagée lors de la création du schéma. Je commence à nouveau avec la source. Lorsque je clique sur le jeu de barres, il est automatiquement connecté à la source. Ensuite, je clique sur le transformateur, qui est lui aussi directement connecté à l'élément précédent. Ensuite, je peux mettre à jour la tension si celle proposée n'est pas la bonne. Grâce à cet outil, le réseau est construit en très peu de temps. On a supprimé tout le temps passé à déplacer les éléments et à les aligner les uns avec les autres. Les espacements entre les composants ainsi que les tensions préférentielles sont gérés dans le livre de règles de la fonction AutoBuild. On y trouve les espacements entre des éléments qui seraient connectés en série, mais aussi les espacements entre des éléments adjacents. Dans l'onglet suivant se trouvent les tensions sélectionnées pour ce projet. On coche les cases pour que ces tensions apparaissent dans le menu déroulant, les tensions préférentielles. Plusieurs outils d'alignement sont disponibles. Si je sélectionne le transformateur et clique sur Alignement en aval, les charges sont automatiquement centrées avec le transformateur. Plutôt que de supprimer le lien entre le jeu de barres et les charges, pour ajouter des disjoncteurs, je peux simplement sélectionner les 3 charges et cliquer sur le symbole du disjoncteur. Un disjoncteur est ainsi inséré sur chacun des départs. Maintenant, je peux étendre le jeu de barres et continuer la modélisation de mon réseau. La fonction AutoBuild est aussi active avec les transformateurs de courant et les relais. Ici, le relais de protection est automatiquement connecté au TC. Si un composant n'est pas correctement aligné, nous pouvons sélectionner le départ et effectuer un alignement vertical. Tous les composants seront alors alignés sur le composant de référence. Il est identifiable parce qu'il est encadré en bleu. Pour changer le composant de référence, il suffit de maintenir la touche CTRL et de désélectionner et resélectionner le composant que vous souhaitez utiliser comme référence pour l'alignement. Les fonctions d'alignement sont disponibles depuis la barre d'outils AutoBuild ou avec un clic droit sur un composant. L'outil d'alignement horizontal et vertical est très utile. Il permet de rapidement avoir un très bon résultat. Si la fonction AutoBuild est activée, les espacements entre les composants seront ceux définis dans le livre de règles. Si elle n'est pas active, alors les espacements par défaut seront pris en compte. Maintenant, voyons comment on peut modifier la position des annotations. On va aligner les annotations pour un élément. On peut se servir des alignements prédéfinis, centrés, alignés à droite ou alignés à gauche. Puis, on sauvegarde cette position avec un clic droit, puis on navigue jusqu'à la rubrique Info annotation. Et on applique ensuite cette position sauvegardée à tous les autres éléments du même type. Maintenant, je vais présenter les raccourcis clavier et des menus contextuels avancés. Vous trouverez dans le menu d'aide la liste de tous les raccourcis clavier et tous les menus contextuels. Je vous recommande de parcourir cette liste, de l'imprimer et d'utiliser ceux qui vous conviennent le plus. Vous gagnerez du temps lors de la création du schéma unifilaire. Je vais vous présenter les raccourcis que j'utilise le plus. Quand vous avez un grand schéma, vous pouvez utiliser la touche F11 pour voir seulement le schéma unifilaire, sans aucune barre d'outils, afin de vous concentrer uniquement sur la partie du schéma. Un autre raccourci clavier que j'utilise souvent pour la création du schéma unifilaire, c'est la commande Shift plus CTRL. Ça permet de dupliquer un composant ou un groupe de composants. Je sélectionne par exemple un départ, j'appuie simultanément sur Shift et CTRL, puis je clique et déplace la souris. Les éléments sont ainsi dupliqués.
Le raccourci suivant sert à dupliquer les caractéristiques d'un composant à d'autres composants du même type. Je vais commencer par modifier les caractéristiques d'une charge. Donc j'ouvre l'éditeur de cette charge, je change les caractéristiques de puissance et de facteur de puissance. Ensuite je presse OK pour sauvegarder ces modifications. Maintenant que je suis de retour sur le schéma unifilaire, je presse Shift et clic droit pour sélectionner tous les éléments du même type. Je déplace le curseur de la souris sur l'identifiant de ce composant, je presse Shift et CTRL et je fais un clic gauche sur l'identifiant. Une fenêtre apparaît me demandant si je veux bien dupliquer les propriétés de cet élément vers les autres éléments sélectionnés. Je clique oui et les autres charges ont maintenant les mêmes propriétés que celles que j'ai modifiées. Une autre astuce que certains ne connaissent peut-être pas, c'est que vous pouvez double-cliquer directement sur l'identifiant d'un composant pour le modifier, sans avoir à ouvrir l'éditeur de ce composant. Vous pouvez également verrouiller la position d'un composant sur le schéma unifilaire et aussi ses propriétés. Si ces propriétés sont verrouillées, un cadenas apparaît à côté du composant. Et si on ouvre son éditeur, alors tous les champs sont grisés. Ces deux options vous permettent de figer votre schéma unifilaire et les caractéristiques de vos composants une fois la modélisation terminée. Vous évitez ainsi les risques de modification intempestives. Vous pouvez également attacher des documents à des composants de votre modélisation. Ces documents peuvent être des photos, de la documentation, des documents PDF, des rapports d'essai. On commence par cliquer sur l'icône Hyperlink. Le curseur de la souris est alors modifié, puis je clique sur un composant, ici un transformateur. Je saisis un nom pour le document vers lequel le lien va pointer, puis je vais le sélectionner sur mon ordinateur. Une fois que je l'ai trouvé, je clique OK et le répertoire apparaît dans la fenêtre et je peux l'ajouter. Maintenant, quand je fais un clic droit sur ce transformateur, tout en bas du menu, je trouve l'hyperlien et je peux ouvrir ce document. Vous pouvez aussi insérer des documents directement sur le schéma unifilaire via le menu Edit et insérer un nouvel objet. Dans cette présentation, un fichier Word a été inséré pour réaliser un cartouche. Si je double-clique sur ce document, je peux ouvrir le fichier Word et le modifier. Si vous avez plusieurs présentations, comme on l'a évoqué lors de l'introduction de la base de données multidimensionnelle, alors vous allez pouvoir les afficher simultanément. Ici, j'ai une première présentation. En appuyant sur CTRL et sur la flèche de gauche, par exemple, je peux partager mon écran, comme on le fait avec les applications sous Windows. Je sélectionne une deuxième présentation qui a un fond noir et j'appuie sur CTRL et la flèche de droite. L'écran est maintenant partagé pour visualiser ces deux présentations en même temps. Je vais utiliser ces deux présentations pour réaliser une étude rapide et comprendre comment le réseau se comporte si j'apporte un changement à la topologie. Je lance un calcul de flux de puissance et je vais voir ce qui se passe si je déconnecte un banc de condensateur. Pour ouvrir un disjoncteur, vous pouvez utiliser le gestionnaire de configuration et le raccourci clavier pour ouvrir un disjoncteur et la lettre T. J'ouvre le disjoncteur du banc de condensateur et je lance un calcul de flux de puissance. Je peux comparer les résultats avec les fenêtres côte à côte, ce qui est très rapide et très visuel. Vous voyez, ici nous avons un réseau composite. C'est un outil qui permet d'alléger le schéma de la page principale. Avec ce réseau composite, on crée un nouveau sous-ensemble qui est affiché sur une nouvelle page. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'éléments que l'on peut mettre dans un réseau composite. Avec ce menu déroulant, vous voyez tous les réseaux composites de ce projet et vous pouvez facilement naviguer de l'un à l'autre. On s'en sert en général pour modéliser les différentes sous-stations d'un réseau électrique. Vous n'avez pas à gérer un gros schéma unifilaire, mais plusieurs schémas de petite taille, ce qui est bien plus pratique. Pour ouvrir un réseau composite, vous avez juste à double-cliquer dessus. Vous pouvez mettre en cascade plusieurs réseaux composites. Nous venons d'aborder la création du schéma unifilaire depuis l'interface étape. Mais vous pouvez avoir un schéma unifilaire déjà disponible sous un format géré par un autre logiciel. Dans ce cas, nous allons regarder les fonctionnalités d'import-export entre étapes et d'autres plateformes logicielles. Ces fonctionnalités sont rassemblées dans le menu DataX. ETAP est une solution complémentaire d'autres outils comme AVEVA, Smart Plant Electrical, AutoCAD ou bien Revit. ETAP a un échange de données bidirectionnel avec ces logiciels.
vous pouvez tirer toute la puissance de chacune de ces solutions tout en minimisant le temps de saisie des données. Vous trouverez sur notre chaîne YouTube une vidéo dédiée au transfert de données entre Revit et Étape. Si vous avez utilisé des logiciels concurrents d'Étape par le passé, vous allez pouvoir convertir vos projets dans l'environnement Étape avec un schéma unifilaire intelligent grâce aux outils d'import directement disponibles dans le menu DataX. Au sein d'une même installation, ou bien d'un projet à l'autre, on retrouve souvent des départs identiques ou même des sous-stations entières qui sont identiques. Si vous rencontrez ce genre de situation, vous pourrez utiliser la fonction template. Cette fonction permet de créer des modèles que l'on peut réutiliser dans le projet en cours ou pour de futurs projets. Cette fonction se trouve dans la barre d'outils AutoBuild à côté des outils d'alignement. La fonction template est très facile d'utilisation. On vient simplement sélectionner un composant ou un groupe de composants, il passe à la rang rouge, puis on clique sur cette icône pour ajouter les éléments sélectionnés au template, au modèle sauvegardé. On peut les enregistrer sur le PC en local ou bien sur un serveur d'autre entreprise pour partager ces modèles avec les autres utilisateurs Étape. On peut organiser les modèles dans des dossiers et les renommer si on le souhaite. Une fois le modèle créé, on peut venir le chercher avec la fonction « Obtenir un modèle ». Étape fournit des modèles pour des architectures typiques. Vous pourrez utiliser ces modèles typiques dans vos projets. Vous pouvez aussi cliquer directement sur la flèche bleue pour obtenir le dernier modèle créé. À présent, je vais vous présenter la gestion des thèmes graphiques. Les thèmes vont vous permettre de personnaliser l'affichage de votre schéma unifilaire et de colorer les équipements selon différents critères. Nous avons cette présentation avec un fond noir. Avec ce premier menu déroulant, je peux changer le thème graphique et appliquer d'autres options d'affichage au schéma unifilaire. Pour l'instant, les éléments sont colorés en fonction du nombre de phases du circuit, mais avec ce second menu déroulant, je peux choisir de colorer les éléments en fonction de leur niveau de tension. Chaque niveau de tension a une couleur qui lui est propre. Je peux également colorer les équipements en fonction de leur appartenance à des zones géographiques. Avec cette icône, j'ouvre l'éditeur de thèmes. Je vais par exemple pouvoir changer les plages de tension ainsi que les couleurs qui leur sont assignées. Dans l'onglet Area, là je pourrais changer les couleurs pour chacune des zones géographiques définies dans le schéma unifilaire. Dans l'onglet 3 phases, je changerai les options graphiques pour les circuits triphasés et les circuits à courant continu. Je peux sélectionner la couleur des éléments qui sont sous tension, mais aussi de ceux qui sont hors tension. Pour les études de court-circuit, en général les jeux de barres en défaut sont en rouge, mais vous pouvez aussi les identifier avec un symbole plutôt qu'un code couleur. On trouve également dans cette page les options de la grille. On va pouvoir définir sa couleur et sa taille. Maintenant, je passe à la page format. Dans cette page, on définit la précision des résultats qui seront affichés sur le schéma unifilaire. C'est particulièrement intéressant, par exemple pour les courants de défaut Faster en régime isolé. En général, le courant de défaut est faible et on a besoin de plus de chiffres significatifs lorsque l'unité est en kA. Ces précisions sont définies pour des plages de valeurs personnalisables. On peut définir une précision élevée lorsque le courant de défaut est faible et inférieur à 1 kA par exemple, et définir une précision plus basse pour des valeurs de courant plus élevées. On va pouvoir appliquer ces paramètres pour différentes unités de puissance, de courant, de tension et bien d'autres, et également pour toutes les plages des résultats. Maintenant, passons à la page Layer. Ici, on peut choisir de ne plus afficher certains objets graphiques en fonction du niveau de zoom. Par exemple, les composants vont disparaître lorsque le niveau de zoom sera inférieur au niveau 17. Si je change le niveau de zoom dans ce tableau, je vais pouvoir les faire réapparaître. Ces options seront également appliquées si vous imprimez le schéma unifilaire sur une imprimante ou bien au format PDF. Je vais finir avec la page fonte, qui est associée à la police et aux textes qui vont apparaître sur le schéma. La première partie, le premier tableau, va permettre de modifier la police, la taille, la couleur et le style des annotations. Les annotations sont les caractéristiques des composants. La seconde partie permet de modifier les propriétés des résultats. En général, les résultats sont en rouge et les annotations sont en blanc en cas de fond noir ou en bleu si le fond est blanc. Il est également possible de contourer les équipements avec un code couleur qui dépend des résultats. Dans le menu Tools, on va retrouver tous les paramètres pour personnaliser ce code couleur, comme la grandeur de référence, la méthode, les couleurs et ainsi que les zones d'influence. Ensuite, quand je retourne sur le schéma unifilaire,
et que je lance un calcul de flux de puissance, avec cette icône, j'active le contourage des composants en fonction des résultats, et je vois en rouge les zones en sous-tension et en bleu les zones en surtension. C'est particulièrement utile pour les grands réseaux. Vous pouvez rapidement identifier les zones auxquelles il va falloir porter une attention particulière. Selon les pays et les normes qui s'y appliquent, les symboles des composants électriques ne sont pas toujours les mêmes. On retrouve des symboles spécifiques pour les normes ANSI, d'autres symboles pour les normes IEC, ou encore des symboles spécifiques dans certains pays. Dans le menu Tools se trouve un outil de substitution des symboles. Avec celui-là, vous allez pouvoir facilement passer de symboles ANSI aux symboles IEC, qui sont les plus utilisés en Europe, mais on peut aussi, par exemple, utiliser des symboles VDE, utilisés en Allemagne. Avec cet outil, je peux remplacer, par exemple, un symbole de disjoncteur IEC par le symbole correspondant VDE. Pour afficher les résultats sur le schéma unifilaire, vous disposez avec étape de deux solutions complémentaires. La première est la fonction qui gère les options d'affichage. Pour chaque mode, comme le mode édition, le mode flux de puissance, court-circuit, harmonique, etc., vous avez sur la barre d'outils verticale à droite une icône en forme d'écran. Lorsqu'on lance cette fonction, on retrouve cette fenêtre bien connue des utilisateurs étape. Elle permet de personnaliser les caractéristiques affichées sur le schéma unifilaire pour chaque type de composant. On peut choisir par exemple de ne pas afficher les identifiants des disjoncteurs et des jeux de barres, ou bien, au contraire, on peut décider d'afficher les identifiants, mais aussi la tension nominale des jeux de barres et par exemple le pouvoir de coupure des disjoncteurs. La première page des options d'affichage est utile pour gérer l'affichage des éléments alternatifs. La seconde page est utilisée pour les éléments à courant continu et les convertisseurs. La troisième est pour les systèmes de traction ferroviaire associés au module e-Trax. Et la dernière page reprend les informations de la gestion des thèmes graphiques que j'ai présentés précédemment. Quand on passe dans un mode de calcul, comme le flux de puissance par exemple, un nouvel onglet est disponible. C'est l'onglet qui concerne les résultats. Il va permettre d'afficher uniquement les résultats désirés et de sélectionner les unités. Pour le module flux de puissance, on peut choisir par exemple d'afficher ou pas les tensions sur les jeux de barres et aux bornes des charges, d'afficher les flux de puissance sous différentes formes et pour certains types de composants comme les sources et les charges. On retrouve en dessous de l'icône des options d'affichage des raccourcis de ce menu d'options d'affichage. Certaines options peuvent donc être directement sélectionnées depuis la vue principale sans avoir à ouvrir la fenêtre des options d'affichage. Cette fonction, qui est propre à chaque mode et à chaque présentation, permet d'afficher rapidement les informations les plus utiles. Pour apporter plus de souplesse dans l'affichage des caractéristiques des composants et des résultats, Étape a développé un autre outil d'affichage, qui s'appelle les data blocks ou blocs de données en français. Cette fonctionnalité a une barre d'outils qui lui est propre. Un certain nombre de blocs de données sont disponibles par défaut. On les sélectionne avec ce menu déroulant. Les besoins principaux, notamment l'affichage des caractéristiques des composants, des flux de puissance, de court-circuit, d'arc flash, sont déjà couverts par ces blocs de données par défaut. En cliquant sur l'icône en forme de cube bleu, on ouvre l'éditeur des data blocks. Vous pouvez créer votre propre data block et l'utiliser dans tous vos projets. Vos blocs de données pourront également vous suivre à chaque fois qu'une nouvelle version du logiciel est mise sur le marché. Les blocs de données sont définis pour chaque type d'élément. C'est pour cela que sur la gauche, vous retrouvez des filtres pour sélectionner les composants selon leur type. Ensuite, pour chaque élément, vous pouvez afficher des propriétés ou bien des résultats. Les propriétés sont classées selon les pages de leur éditeur et il y a également une fonction de recherche pour rapidement trouver un paramètre spécifique. Une fois la propriété ou le résultat sélectionné, vous pouvez, avec ces flèches, l'ajouter au bloc de données. Dans ce tableau principal, on va pouvoir paramétrer un peu plus en détail le bloc de données. Par exemple, avec la colonne alias, vous pouvez modifier l'identifiant associé à la propriété ou au résultat. C'est très intéressant, particulièrement si vous voulez afficher une description en français par exemple. On pourrait remplacer le terme breaking par pouvoir de coupure pour ce disjoncteur haute tension. Au-dessus du tableau, vous avez les options qui concernent le texte des blocs de données. Vous pouvez utiliser le thème par défaut avec un texte en rouge ou vous pouvez choisir un thème personnalisé
et définir vous-même la couleur, la police, la taille et le style du texte du bloc de données. Il y a plusieurs niveaux pour afficher ou masquer les blocs de données. On a d'abord, dans la barre d'outils DataBlock, la gestion et l'affichage de l'affichage global des blocs de données. Vous pouvez ainsi afficher ou masquer les blocs de données pour l'intégralité de votre projet. Vous pouvez également gérer l'affichage des blocs de données par type d'élément depuis le menu des options d'affichage, avec la dernière colonne DB pour DataBlock et les cases à cocher correspondantes. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau de l'élément. Vous pouvez les gérer en faisant un clic droit sur un composant. Vous retrouverez dans ce menu des options qui vous permettent également de définir l'emplacement des blocs de données par rapport aux composants. Le fonctionnement est semblable à celui des annotations que j'ai présentées un peu plus tôt dans ce webinaire. Voilà. À présent, vous avez une vue complète des différentes méthodes d'affichage, des propriétés, des composants et des résultats de calcul. Une fois que vous avez paramétré le thème, les blocs de données et toutes les options d'affichage, alors vous pouvez imprimer vos schémas unifilaires. Il est alors intéressant d'utiliser la fonction page break qui permet de voir la délimitation des pages en fonction de la taille choisie pour l'impression au format PDF ou sur une imprimante standard. Dans ce cas, un jeu de barre dépasse de la page. Donc, je peux modifier la taille du jeu de barre, je peux ajuster aussi la position de mon réseau dans son intégralité, ou bien je peux mettre à jour la dimension de la page utilisée pour l'impression. Pour ce faire, je vais dans le menu Fichier, puis dans les options d'impression, et je peux changer la taille. Ici, je vais passer en A4. Je pourrais aussi modifier l'orientation du papier. Une fois ces modifications faites, mon schéma unifilaire apparaîtra en entier sur une seule page. Pendant ce webinaire, nous avons appris comment créer un schéma unifilaire avec différentes fonctionnalités étapes qui permettent de réduire considérablement le temps nécessaire à la modélisation. Nous avons abordé également l'environnement de travail collaboratif avec NetPM et Étape App. Une fois la modélisation achevée, nous avons vu comment afficher les propriétés et les résultats pour répondre au mieux aux exigences de chaque projet. J'espère que ce webinaire vous aura plu. Merci de votre participation et à bientôt.